Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? La bataille suprême est engagée. Le choc tant espéré, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. On est arrivé à la sortie de Saint-Lô, sur Agneau, au carrefour de la route de Périers. Au carrefour de la route de Périers, ce garçon qui était avec moi avait ses parents qui tenaient un café-restaurant juste dans le carrefour. Alors, on est arrivé, ils nous ont donné à manger, évidemment. Et puis, bon, ils m'ont invité à coucher. J'ai couché chez eux. Et bon, on en a écrasé, hein, parce que on était fatigués. Et puis, dans la nuit, on a entendu un mitraillage, mais dans le sommeil. Hein. Ça ne nous a pas réveillés. Quand on a 19 ans, on dort bien. On a entendu un vacarme, des coups de fusil, on dort. Et puis, le lendemain matin, bon, alors le lendemain matin, évidemment, on a parlé les parents qui nous ont vus, ils ont dit « Oh là là, il y a eu cette nuit, il y a eu de la bagarre là dans le coin, et ça a tiré, et c'est les Allemands. » Et effectivement, on est sortis sur la route et on a vu un véhicule français, un véhicule de l'armée, des communications. Hein, c'était. Et alors, on a été voir. Il y avait un impact de balle dans la carrosserie, mais j'ai regardé. Et dans ce camion, il n'y avait que du matériel de transmission. Un véhicule de transmission. Alors vraisemblablement, les gars avaient été faits prisonniers ou ils étaient fichus le camp. Vraisemblablement, comme il y avait des impacts de balles, ils avaient peut-être été faits prisonniers. Mais donc les Allemands étaient arrivés là. Et il y avait, entre autres, il y avait un poste émetteur qui était là. Il y avait un poste émetteur de l'armée, il y avait et puis un générateur et un téléphone. Je prends ça, puis le bonhomme me dit, le père du copain me dit « Qu'est-ce que vous voulez foutre de ça ?» Oh, on va cacher ça dans un coin. Bon, alors, il me dit « Bon, ben, effectivement, il ne faut pas que les Allemands récupèrent ça sera toujours ça de moins. » Et puis, il m'a indiqué un endroit au fond. Il tenait une ferme en même temps, il tenait une petite ferme. Il y avait des bâtiments, il m'a dit « Mettez ça là, mais ne me laissez pas ça longtemps. » Je ne savais pas ce que j'allais en faire, je ne savais rien du tout. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? La bataille suprême est engagée. Le choc tant espéré, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Eh bien, le lendemain matin de mon arrivée, de mon retour à Uli-Ménil, et mon premier souci, ça a été d'aller me renseigner un petit peu. Et j'étais voir mon ancien professeur, M. Marland, qui était professeur d'anglais. Bon, il me dit, écoute, tu vas relever les caractéristiques sur les véhicules allemands. Ils avaient une immatriculation, un panneau sur le côté avec des caractères qui voulaient signaler l'unité auquel ils appartenaient. Alors, ce qui est assez curieux d'ailleurs, que on arrivait à pouvoir les identifier de cette façon. Et alors, il fallait relever ça. Alors, on a relevé. Et j'avais d'autres copains que j'ai rencontrés, qui étaient des copains de collège, qui avaient mon âge à peu près, qui avaient 20 ans. Et on était 7, 8, 10, et
qui se sont retrouvés comme ça. Et alors, je me rappelle de la réflexion dingue. Oh, la barbe, relever les numéros des véhicules, c'est pas un truc, c'est pas de la résistance, c'est pas... Bon, il faut le faire. Hein. En réalité, c'était très important parce que les Anglais craignaient que les Allemands, à ce moment-là, fassent un débarquement en Angleterre. Ils l'avaient prévu, ils n'ont pas pu le faire pour des raisons matérielles, mais c'était un projet. Et les Anglais voulaient savoir quelles unités étaient stationnées, parce que sachant les unités, ils savaient lesquelles étaient capables de faire le débarquement, de faire un débarquement ou lesquels n'y étaient pas. Donc, cette énumération, c'était quand même important. Ça leur a permis de situer où étaient les troupes, quelles troupes étaient à un endroit et quelles troupes ne l'étaient pas. Parce ils savaient bien que les Anglais connaissaient les unités qui étaient capables de faire un débarquement. Alors là, c'était le premier épisode, c'était ça. Identifier, fournir les possibilités d'identification de ces véhicules. Bon, ça a duré un certain temps, ça s'est étalé dans le temps. C'était le premier travail qu'on a eu à faire. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? La bataille suprême est engagée. Le choc tant espéré, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. L'après-midi, il y avait un match de foot et puis on redescendait de ce match de foot. On était 3 ou 4. Alors on passait devant la fête gendarmerie de Villedieu. Il y avait une belle porte qui était peinte en vert, qui était impeccable. Et alors quelqu'un a dit « Oh, c'est malheureux si un Beauvais sur la porte de la fête gendarmerie, ça ferait pas mal. » Et j'ai dit « Bon, je suis pas de Villedieu. S'il y en a un qui a un bout de craie, donnez-moi-le, je vais le faire. » Et il y en avait un, m'a donné un morceau de craie. Passé devant, je suis resté derrière. Et j'ai fait, sur la porte de la fête gendarmerie, un magnifique V. Pas vu, rien. Et pas vu. Je croyais ne pas avoir été vu. On a continué. Je suis rentré chez mon oncle et ma tante. Le lendemain, je suis reparti de Villedieu. Le soir, je repars en vélo. Et j'arrive à 200-300 mètres d'ici, quoi. Et je vois un commis de mes parents qui était sur la route. Oh, il me dit, alors c'était le soir, il était peut-être 8 heures. Il me dit, ah, qu'est-ce que t'as fait? Il y a les Allemands qui sont venus te chercher avec un gendarme, Les Allemands j'étais loin de penser à mon histoire de V sur la porte de la gendarmerie. Alors, bon... Je suis rentré à la maison, je dis, bon, de toute façon, il faut que je vais rentrer. Je suis arrivé, les Allemands étaient repartis. Ils avaient demandé à mes parents où j'étais, mon fils, il est parti, il va revenir. Mais bon, comme il fallait qu'il rentre, ils lui ont dit, bon, écoutez, quand il va rentrer, qu'il reste là, on viendra le chercher demain matin, et si par hasard il n'était pas là, il disait à mon père, c'est vous qu'on l'amènera. Il était venu que des Allemands, et ils étaient arrivés à travers les champs pour voir. Et des fois que je me serais baladé, que j'aurais eu l'idée de prendre le large. Alors ils sont arrivés, il était 7h30, 8h. On vous arrête, on vient vous arrêter, on vient vous... Et ils m'ont rien dit, sur le coup. Il y avait un des faits de gendarmes qui était là. Je lui dis, moi, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? J'étais un interrogateur. Je me doutais un peu de ce qui pouvait être arrivé. Et le fait de gendarme me fait un V comme ça. Je lui ai dit, je comprends pas ce que ça veut dire. J'avais compris. Et bon, alors là, quand je suis arrivé à Villedieu, évidemment, ça a été une autre chanson. J'étais à la gendarmerie. Ça n'a pas été simple, interrogatoire, musclé,
non, j'ai toujours nié, c'est pas possible, il y a une confusion, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais c'est pas moi. Et en réalité, j'avais été vu par une personne qui était derrière sa fenêtre et qui avait dû le dire. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? La bataille suprême est engagée. Le choc tant espéré, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Mon rôle, c'était d'essayer de ramener un peu, trouver le ravitaillement que je pouvais trouver, et puis éventuellement prendre contact avec... J'étais agent de liaison. Un jour, je viens, c'était... Alors là, l'année 42, c'était passé, c'était tout début 43. Je viens chez Madame Angard, je vois Madame Angard, qui était blême. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Angard? C'est une dame qui avait 55, 60 ans, quoi. Elle me dit, ils sortent d'ici. Quoi? Qu'est-ce qui sort d'ici? C'est pas possible. Et puis si, la Gestapo. Il y avait un officier. Alors il y avait des types en civil, et puis il y avait un officier allemand. Alors elle me dit, je lui dis, mais et Bob? Ben, il me dit, ils l'ont pas trouvé. Et pour vous dire la raison pour laquelle ils l'ont pas trouvé, cette brave dame, elle avait un magasin qui était petit, une boutique qui était petite. Elle avait à l'arrière, communiquant par une porte vitrée, il y avait une petite salle à manger. Et puis, dans l'autre moitié, il y avait un rideau et c'était sa partie chambre. Et alors, dans la boutique, il y avait sous des fourrures, il se trouve qu'elle avait un lit métallique. La chambre de Madame Angard, c'était quelque chose, c'était ubuesque. Le bazar qu'il pouvait y avoir, parce qu'elle se faisait ravitailler, elle allait des fois chercher des fourrures, elle avait peut-être des représentants qui passaient, lui en amenaient. Alors, elle prenait tout, elle arrivait, ça se vendait bien. Elle ne savait pas où les mettre, étant donné l'exiguïté de ses pièces, et elle collait ça dans sa chambre. Alors, elle avait un lit, elle en avait sous le lit, elle en avait sur le lit, et le soir, je ne sais pas comment elle s'est arrangée, mais bon, elle retrouvait une place pour se coucher, et il y avait des valises et des sacs partout, sous le lit. Effectivement, il n'avait pas trouvé. Quand il a vu les Allemands arriver, il les a vus arriver à travers la porte vitrée qui donnait à la salle à manger, il a foncé dans la côté de chambre, qui était exigu. Il s'est caché, comme il y avait plein de paquets, de valises et de trucs, il s'est caché derrière ça, sous le lit, et puis a ramené des paquets sur lui, et puis il a pu bouger. Et les Allemands ont perquisitionné. Quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu cette chambre, tout ce bazar qu'il y avait dedans, ils se sont dit, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un là-dedans. Ils en ont conclu qu'il n'y avait personne. Ils ont été dans la côté cuisine, ils ont vu personne, ils sont repartis. Mais Bob m'a dit après, il me dit, il y en a un j'avais un pied qui frottait sur le rideau qui sépare les deux parties, et il y a un Allemand, en passant, il a heurté mon pied. Il a cru qu'il tapait dans une valise, sans doute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? La bataille suprême est engagée. Le choc tant espéré, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Jimmy McLaurin, il était grillé dans les endroits où il avait été, parce qu'ils étaient souvent imprudents, les Anglais qui étaient chez nous. Il fallait absolument l'évacuer, mais il fallait l'emmener à Marseille, au consulat des États-Unis. Le passage de la zone libre était quelque chose de scabreux. Et ce monsieur qui était de la EPNL, qui était de l'OCM, connaissait une jeune fille
qui s'appelait Edmond de Matelot, qui avait 17-18 ans, quoi. Et elle a dit, bon, ben moi je veux bien l'emmener à Marseille. Alors, il y avait un prêtre qui était à Moulins, qui devait le prendre en charge pour faire passer la zone de démarcation. Tout était réglé comme papier à musique, ça devait aller. Alors, comme Jimmy, il parlait pas français, il voulait pas se fatiguer. Alors, il dit, bon, ben, tu fais le sourd-muet. Et puis, elle est partie avec lui. Elle devait retrouver ce prêtre. Manque de chance. Ce prêtre, il venait d'être arrêté. Donc, pas de possibilité de passer la zone libre. Alors là, les choses se compliquaient pour elle. Elle est partie, elle a longé, elle a cherché d'autres points par où elle pourrait passer. Elle est arrivée, il y a mis du temps, dans la région de Bordeaux. Et alors, elle est arrivée à passer à un endroit. Elle est arrivée à Marseille. Ça a duré 1 mois. Il était traumatisé d'être sourd-muet. Et quand il est arrivé au consulat des États-Unis, ils lui ont dit non, ça va pas, c'est pas un Anglais que vous nous amenez là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ils n'ont pas voulu la croire. Elle est restée une 8aine de jours. À la fin, elle leur a dit, écoutez, moi, je vous l'amène, vous en faites ce que vous voulez, moi, terminé, moi je m'en retourne. Et elle est partie. Elle avait plus rien, elle avait des bijoux qu'elle avait vendus pour arriver à vivre. Bon, c'était Jimmy McLaurin est parti a pu repartir en Angleterre via le consulat des États-Unis. Une jeune fille de 18 ans qui se trouve plongée dans une affaire comme ça, fallait avoir un sacré cran. Elle l'a eu. J'ai eu l'occasion de la revoir beaucoup plus tard. Elle avait, bon, ça c'était une mission qu'elle a eue entre autres, des femmes par leur subtilité, par leur intuition, dans certains cas, sont arrivées à sauver des situations qui étaient scabreuses. Et sans elles, je ne sais pas ce que ça serait devenu, mais il est fort vraisemblable que ça aurait très très mal tourné. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? La bataille suprême est engagée. Le choc tant espéré, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France.